Christophe, Clarisse, Daniel, on y va? Bien, bonsoir à tous. Dernier conseil municipal du premier semestre avant un départ en vacances, qui sera apprécié à mon avis par tout le monde, sans masque et sans gel, quoique continuons à faire attention. Donc ce conseil municipal comprend 11 points. Je vais, comme d'habitude, commencer par faire l'appel des présents et des pouvoirs. Donc, Dupont, Olivier, présent. Valérie Lecomte, Hugues Brissot, présent. Sarah Béag, présente. Pascal, présent. Sylvie, Didier, Sabine Jamet, Christophe Van Deniken, Dominique Nocture, Daniel Dess, Michel Fraioli, Roger Hadot, donc excusez, pouvoir à Hugues Brissot, Grace Ribeiro, Sylvain Benayoun, Karine Gauthier-Janot, excusez, pouvoir à Valérie Lecomte, Laurent Graft, Radia Tiglit, excusez, pouvoir à Olivier Dupont, Yvan Dauer, absent, excusez, pouvoir à Olivier Dupont. Je vous rappelle qu'il y a 2 pouvoirs sont encore autorisés jusque fin septembre. J'ai entendu il y a quelques minutes. Anne Sotti, absente, pouvoir à Pascal Martin, Grégory Philippe, Sophie Baquet, Jacques Bayeux, Anna-Maria Cheta, Gilles Deveau. Bon, il sera puni. Clarisse Paulet, Laurence Bernard, Fabien Bignolet et Aude Misnard. Excusez, pouvoir à Laurence Bernard. On fait tourner. Alors, la désignation d'un secrétaire qui avait eu le privilège la dernière fois. Sophie Baquet, involontaire, où je désigne Michel Fraioli, merci. Personne ne s'y oppose. Michel désigné. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil précédent qui s'était tenue le 27 mai 2021. Quelqu'un a-t-il des remarques à faire sur ce procès-verbal? Michel? Oui, Michel, s'il te plaît, il faut que tu prennes un micro pour les gens qui nous écoutent. Assez près de toi. Il y a une erreur, page 16, le dernier paragraphe. Il est noté que la journée des associations a lieu le 4 septembre, mais c'est un samedi. Merci de rectifier, et non pas un jeudi. C'est noté. Autre remarque? Pas de remarque. Je porte aux voix qui approuve donc le procès-verbal de la séance précédente. Unanimité, merci à tous. Alors, les décisions qui ont été prises entre ces 2 dates de conseil. Décision numéro 22 du 17 mai. Signature d'un contrat de location d'un appartement situé aux 2 rue Eugène Lair au premier étage à un agent communal. Décision 23 du 28 mai, sollicitation d'une subvention de 287 603,65 € à la DECIL au titre de l'année 2021 pour les travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, première tranche, c'est-à-dire la tour du clocher, soit une demande de subvention qui représente 22%
hors taxe du coût prévisionnel des travaux qui sont estimés pour cette première tranche, je vous le rappelle, à 1 307 289,33 €. Sur ce dossier, on peut peut-être, je vais vous faire un petit commentaire tout de suite pendant les décisions. Donc la subvention, le dossier a été déposé en début d'année à la DRAC pour une obtention du permis et début des travaux août-septembre 2021. Ce dossier a été rejeté pour manque d'argent dans les caisses de la DRAC. Donc un deuxième organisme, toujours des fonds d'État, la DECIL, a été approché pour eux aussi éventuellement nous subventionner à la place de la DRAC, puisqu'on ne peut pas, pour un même projet, avoir des subventions, deux subventions fléchées du même financeur. Pour l'instant, pas de réponse sur la DECIL, je crois. Et donc un certain nombre de mails sont passés devant mes yeux ces jours-ci, où le nouveau dossier a été déposé à la DRAC, complet. On a reçu aujourd'hui l'accusé de réception de la bonne dépose du dossier. S'il reste des sous dans les caisses fin d'année 2021, notre projet pourra être subventionné, suite à peut-être des projets qui ne se sont pas faits dans d'autres communes. Enfin, il ne faut pas trop espérer, et certainement que ce dossier sera présenté, en tout cas examiné par la DRAC au début 2022, pour une obtention 2022, et donc des travaux repoussés d'1 an. Décision numéro 24 du 28 mai, sollicitation d'une subvention de 208 070,57 €, toujours au titre de la DECIL, pour les travaux d'extension et de raménagement du restaurant scolaire, ce qui représente un pourcentage de 43% du coût prévisionnel des travaux, qui sont estimés à 483 885,04 €. Décision numéro 25 du 1er juin, reprise de 3 concessions du cimetière du Fréval abandonnées au profit de la commune de Viarmes par leur concessionnaire. Je vous rappelle qu'il y a une volonté de la commune de rentrer dans une logique de gestion de ces deux cimetières, mais il y a un point un peu plus loin dans l'ordre du jour qui nous permettra d'échanger sur ce sujet. Décision numéro 26 du 1er juin, résultat du concours d'architectes pour la construction du nouveau gymnase et d'un dojo. Ce concours a été remporté à l'unanimité par le cabinet d'architecture Urban Culture. Comme il était prévu dès le début des festivités, les 3 candidats habilités à concourir percevront l'indemnité forfaitaire fixée au règlement de 15 700 € hors taxe. Et le lauréat futur titulaire du marché, lui, percevra cette indemnité en acompte de ses futurs honoraires. Décision numéro 27 du 3 juin. Revalorisation des tarifs de restauration scolaire de 4% et de ceux de la garderie pré- et post-scolaire, des études surveillées et de l'accueil de loisirs de 2%. Et on applique un tarif extérieur pour toutes les prestations fournies. L'ordre du jour, donc premier point, concerne les finances. C'est le rapport annuel d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, l'imprononçable FSRIF, relatif à l'exercice 2020. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle une péréquation horizontale, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui transite horizontalement entre les communes et non de l'État vers les communes, non verticalement. Il en existe plusieurs. Nous sommes contributeurs à 2 de ces péréquations et nous sommes bénéficiaires de cette péréquation-là, qui a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de la région d'Île-de-France, supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population, sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Par courrier en date du 30 juin 2020, la préfecture a notifié à la commune le montant du fonds de solidarité d'un montant de 187 670 € contre 183 670 en 2019 et 196 058 en 2018. Ce qui a permis le financement de diverses actions et opérations que vous avez dans l'annexe numéro 1. Alors, quelles sont ces différentes opérations? Équipement et aménagement urbain, donc construction, travaux, acquisition de matériel. Où est-ce que je suis? Non, pardon, je suis dans les tableaux. Au niveau du service enfance-jeunesse, l'acquisition d'un minibus, 23 247,56 € de dépenses
Financement par le FSRIF, 18 000 €. Au niveau des services techniques, programme pluriannuel pour le renouvellement du parc automobile, c'est l'acquisition d'un véhicule Ben, 36 173,50 € de dépenses, 28 000 € financés par le FSRIF. Sur les voiries, le remplacement de la saleuse, 14 992,80 financé à 11 000 € par le FSRIF. Programme Job été, recrutement de 8 jeunes étudiants viermois de 18 à 25 ans pour l'entretien des rues et les espaces boisés sur la période estivale. Dépenses globales 17 551,32 €, financées par le FSRIF, 13 000 €. Travaux de voirie au niveau de la rue Saint-Exupéry et pose de mâts d'éclairage public, dépenses de 332 828,40 €, financées pour 47 670 par le FSRIF. Et diverses opérations sur le réseau d'eau pluviale, 339 820,68 € de dépenses, financées à 70 000 € par le FSRIF. On retrouve bien donc notre total de 187 670 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Chaque année, on le vote. Pas de questions, je porte aux voix. Qui approuve? Merci beaucoup, unanimité. Point numéro 2, le vote d'une subvention au musée d'histoire locale par Daniel Dess, rapporteur. Oui. Oui, une question relative à quoi? Excusez-moi, il n'y aurait pas un petit problème avec quel ordre de l'association? Vous ne pouvez pas rapporter un point avec une subvention sur une association dont vous faites partie ou même quand vous êtes président? Je ne prendrai pas part au vote. Ah d'accord. Mais même à le présenter, on peut le faire? C'est la réglementation. D'accord. Et par contre, on peut quand même présenter le point? Bien sûr. D'accord. Mais il ne votera pas. D'accord, ok. J'ai suffisamment d'expérience, notamment au conseil départemental, pour savoir effectivement qu'un président ne prend pas part au vote lorsqu'il s'agit... Alors, certes, mais comme c'est pas indiqué que vous ne preniez pas part au vote, c'est qu'il est à même de présenter le projet par rapport à la compétence qu'il a. Alors, c'est quand même marqué dans la loi qu'il faut faire attention à ce que ça n'interfère pas. C'est pour ça que je pose la question, pour être sûr qu'on respecte bien la réglementation. La réglementation, c'est que Daniel ne vote pas, ne participe pas au vote. D'accord, ben c'est pour être clair et sûr. On l'aime, mais on le fait à chaque fois. C'est moi qui présente le projet, la délibération. Je ne prends pas part au vote. De même que lorsque l'on vote les subventions dans le budget municipal, les présidents des associations ne prennent pas part au vote par rapport aux subventions qui sont votées par l'Assemblée. Oui, mais c'est pour ça tout mon étonnement, c'est tout. Même chose pour le compte administratif où je sors de la salle. Enfin bon, c'est un classique, quoi. C'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Bien, je vais vous lire d'abord le commentaire qui a été fait, disons, sur la note de synthèse. Donc, le musée d'histoire locale de Viarmes, dans sa configuration actuelle, sollicite le sens de la vue de l'ouïe, et après l'ajout d'une dimension sonore au sein de ce musée, il a été imaginé de solliciter le sens de l'odorat. Si la mémoire est visuelle ou auditive, elle peut également être olfactive. Dans le cadre d'une rencontre avec 2 étudiants de l'École supérieure du parfum de Paris, il a été étudié la possibilité de diffuser des effluves correspondant aux scènes présentées dans les différents espaces d'exposition. Un projet de convention quadripartite a donc été élaboré entre l'École nationale du parfum de Paris, messieurs Antoine Coton et Cédric Gras, qui sont étudiants, dont l'un d'entre eux, d'ailleurs Cédric Gras, est habitant de Viarmes, la mairie de Viarmes, propriétaire du musée, et l'association Pierre Salvi, promoteur de l'action, et approuvé ceci par le conseil municipal du 6 février 2020. Donc 6 espaces par rapport aux 16 espaces qui sont effectivement présentés. 6 espaces donc ont été sélectionnés et pourraient être ainsi traités afin que les parfums diffusés ne se dispersent pas et n'interfèrent pas les uns avec les autres. Il est nécessaire pour cela d'installer une VMC. C'est-à-dire qu'en fait, une VMC, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une aspiration d'air qui permet effectivement de contrôler, disons, les effluves diffusés. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué après. Alors, une proposition tarifaire d'un montant de 5 150 € hors taxe, soit 6 180 € TTC, a été faite par l'association ASR
pour l'installation d'un système d'extraction permettant de limiter le mélange des différents parfums. Donc c'est pour l'acquisition et l'installation de ce système au sein du musée que l'association sollicite une subvention communale. Il est donc demandé au conseil municipal de voter une subvention de 6 180 € au profit du musée d'histoire locale Pierre Salvi et de l'association Pierre Salvi. Alors, au-delà de ce texte-là, que je vous explique un petit peu le contexte, c'est que vous savez ou vous ne savez pas qu'en 2017, l'association Pierre Salvi a répondu à un appel. Il y a tous les ans, par le département, il y a des appels à projets touristiques qui sont émis. Les appels à projets sont ouverts pour les collectivités, pour les particuliers, mais ne sont pas ouverts aux collectivités locales. Donc en fait, une commune ne peut pas répondre à ce genre d'appel à projets. Appel à projet qui est bien sûr, disons, soumis à une commission culture, tourisme au niveau du département, et qui, lorsque le projet est retenu, fait bénéficier, disons, l'investissement d'une subvention de, je crois, 20 ou 25% de l'investissement. Voilà. C'est donc pour cela, disons, effectivement, qu'il y a eu un accord entre la municipalité d'avant d'ailleurs et l'association Pierre Salvi, de façon à ce que ce soit l'association Pierre Salvi qui soit maître d'ouvrage pour l'installation de cette VMC, et dans ce cadre de maîtrise d'ouvrage, avec le coût de la VMC, mais avec d'autres coûts, puisqu'en fait on ajoute le coût du développement des différents parfums, on ajoute le coût des diffuseurs. Tout ça fait que ceci a fait l'objet d'un dépôt au niveau du conseil départemental de l'appel à projet pour l'année 2019. Notre projet a été retenu, on a été donc sélectionné parmi, je crois qu'il y a une quinzaine dans différents domaines pas différents. Ce projet donc a été retenu par la commission touristique du département et donc nous bénéficions au titre de l'association d'une subvention. Cette subvention-là, normalement, tout ce qui était travaux d'investissement, jusqu'à présent, c'était toujours la commune qui faisait ça, puisque en fait, les murs appartiennent bien sûr à la commune. Il y a aucune, voilà. Pour pouvoir bénéficier de la subvention du département pour ces travaux de VMC, cette convention donc, a été établie de façon à ce que ça soit la commune qui mette ça dans son budget de réalisation de projet et qui envoie effectivement tout ceci au département. Donc sur cette somme de 5 150 €, effectivement, il y aura une subvention de 20 ou 25%, je ne sais plus exactement, du conseil départemental. Voilà. C'est la deuxième fois que nous avons effectivement le prix d'innovation touristique du Val d'Oise, puisque la première fois, c'était en 2017, c'était pour la sonorisation des salles du musée. Hein, pour ceux qui connaissent le musée, dans les salles principales, disons, il y a une musique différente par thème. Si on va à l'école, dans la salle de classe, ou si on va dans l'espace café-épicerie, ou si on va à l'espace ruralité, etc., ou si on va dans les salles de jumelage, il y a des thèmes musicaux différents, etc., et qui sont avec du matériel assez sophistiqué qui fait que la musique d'un espace n'interfère pas sur la musique de l'autre espace. C'est ce que l'on fait aujourd'hui avec effectivement ce projet de diffusion de parfums. Une petite remarque quand même, à ma connaissance, et en fait on s'est renseigné au niveau du département, etc., nous serons le seul musée à avoir ce type d'attractivité. Voilà, en France. Merci Daniel. Voilà. Bah, il y aura d'autres dépenses à venir, parce que je rappelle qu'il y aura même d'autres dépenses à venir avec le musée, parce que la mise en valeur des vestiges, quand il va falloir les rapatrier à la mairie, ça se fera certainement sous l'égide aussi du musée. Oui. Quand on va rapatrier d'ailleurs, il faut qu'on s'en occupe. Hein. François Gentilly m'a dit que ça commençait à urger. Le projet global, c'est pas simple. Le projet global, financièrement parlant, ça doit être de l'ordre de 9 000 €, quelque chose comme ça. Je me tourne vers ma trésorière, qui ne prendra pas part au vote non plus, d'ailleurs.
Comment? Ah oui. Prends un micro si tu parles, Sylvie, s'il te plaît, parce que les gens t'entendent pas. Pour les dessins, effectivement, qui ont été retrouvés rue du Gaudron. Rue du Gaudron. Et effectivement, on a versé, l'association Persalvi a versé quand même la modique somme de 3 000 €. Donc, vous voyez, 3 000 €, là, en fait, 3 500. Voilà. Voilà. Bien, voilà. Et effectivement, le budget global de cette action olfactive, disons, au niveau du musée, doit se situer au niveau de 8 500 hors taxe, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Pour, justement, parce qu'on paye le développement des parfums. Alors, en plus, ça a un aspect super intéressant, parce qu'en fait, ces deux étudiants-là, on les a croisés par hasard. Enfin, je ne vais pas abuser du temps, hein, mais ces deux étudiants-là, on les a croisés par hasard. Ils venaient visiter le musée lorsqu'il y a eu l'exposition Mermoz. Et comme ce sont de jeunes adolescents, jeunes hommes, disons, on a engagé la conversation et ils nous ont dit, effectivement, on est étudiants à l'école du parfum de Paris. Et comme on avait déjà dans la tête, effectivement, de faire cette diffusion olfactive au niveau, eh bien, tout de suite, les atomes les idées se sont rapprochées. Convention avec la directrice de l'établissement de l'école du parfum de Paris. Et voilà. Donc, alors, on a été un petit peu perturbé avec toute cette pandémie et puis cette période de Covid, mais n'empêche que les étudiants ont travaillé. On a déjà fait un groupe de travail pour effectivement sentir déjà les premiers parfums qu'ils avaient élaborés. Et puis là, j'ai encore repris contact aujourd'hui avec eux pour savoir où est-ce qu'ils en étaient, etc. Peut-être pouvons-nous espérer conclure, disons, à la rentrée. Alors bon, ils sont en examen maintenant, il y a les vacances, mais voilà. Donc ça fera quand même une attractivité forte pour le musée. Voilà. Et c'est la pandémie qui a fait qu'on ne l'avait pas mis au budget d'ailleurs, parce qu'on n'était pas du tout certain de la réalisation. C'est pourquoi on vous le présente ce soir. Mais c'est en discussion depuis déjà un certain nombre de mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Alors bien sûr, je ne prends pas part au vote. Non, que Maxime note bien sur le procès verbal, pas de prise de vote. Ainsi que, qui, Muriel, quelqu'un d'autre ? Sylvie non plus ? Elle est trésorière. Il y a d'autres membres du bureau, non ? Du musée ? Autour de la table, non ? Non, tu es bénévole actif, mais je ne sais pas si tu fais partie du bureau. Ok, donc Daniel et Sylvie ne participent pas au vote. Je porte aux voix qui approuve cette subvention pour continuer à investir dans la culture et le musée local. Alors, tout le monde sauf 2. On est combien ? 3. On est combien en tout ? Ouais, parce que comme j'ai demandé qui est pour, sauf à recompter, on est 29 moins... Il y a les pouvoirs, ouais, c'est compliqué. Bon, pas d'abstention. Qui abstention? Donc 3 abstentions. Pas de contre. Donc 26 pour, 3 abstentions. Non, parce que Monsieur Deveau n'était pas là. Donc 25 pour, 3 abstentions. Merci. Point suivant. Urbanisme. Hugues, création du comité consultatif d'attribution des aides relatives au dispositif ravalement de façade. Alors, dans la continuité de ce qu'on avait pu déjà discuter il y a quelque temps, donc le 1er avril 2021, donc par la délibération numéro 24-2021, le conseil municipal de Viarmes a voté la mise en place d'un dispositif de subvention pour les propriétaires occupants dans le cadre de la campagne de ravalement des façades sur un périmètre déterminé. Comme cela a été prévu, il est aujourd'hui nécessaire de procéder à la création du comité consultatif d'attribution des subventions demandées par les propriétaires occupants. Pour rappel, ce comité sera créé donc sur la base de l'article L 2143-2 du CGCT et il sera composé d'élus et d'agents municipaux.
Le maire désignera son président et ce comité sera animé par le service urbanisme. Ce comité étudiera chaque dossier de demande de subvention déposé avant travaux et émettra un avis sur l'attribution après vérification de la conformité des travaux. Le maire statuera en dernier ressort sur l'attribution des subventions. Les membres proposés pour constituer ce comité sont, alors pour les élus, Olivier Dupont, donc le maire, moi-même en tant que premier adjoint et en charge de l'urbanisme, Roger Hadot, 7e adjoint en charge notamment de tout ce qui est travaux, rénovation, Grégory Philippe, conseiller municipal, Aude Misnard, conseillère municipale d'opposition. Le personnel communal, Madame Muriel Lejean, la DGS, Maria Gracia, la chargée d'urbanisme, et Jacques Gaubourg, le directeur des services techniques. Donc on vous a remis le plan, enfin le périmètre concerné. Donc en rouge, périmètre où s'applique l'injonction de ravalement de façade. Alors je fais peut-être une petite précision parce qu'on avait indiqué aussi à l'époque qu'on aurait peut-être aimé y adjoindre aussi un professionnel ou même deux. On s'est approché de certains et bien évidemment, comme ils seraient susceptibles d'avoir des clients intéressés par les travaux de ravalement, ils ont tous décliné un peu l'offre. Maintenant, j'imagine qu'en cas de dossier un peu complexe et compliqué, on pourrait peut-être faire appel à certaines personnes extérieures si vraiment on a besoin d'un avis, je dirais, supplémentaire. Voilà, donc c'est une proposition comment dirais-je, de constitution de ce comité. Et on va vous demander donc de voter. S'il n'y a pas de questions. Oui, Laurence Bernard. Oui, bonjour à tous. Deux petites questions. Ça ne fonctionne pas là, je crois. Je ne sais pas si vous l'entendez, Boris. Si. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est bon. Oui. C'est bon. Deux questions. La première, quand un propriétaire occupant reçoit une injonction, quel est le délai pour refaire la façade? Pour l'instant, on n'en est pas aux injonctions, on en est à l'attribution de la subvention, c'est-à-dire c'est une démarche spontanée de la part du propriétaire. On n'est pas du tout dans le volet injonction. D'accord. Aller à l'injonction serait même un échec des négociations. Donc ça conclut à un échec, ce qui est dommage, c'est pas l'objectif. En gros, ça peut vouloir dire, à partir du moment où le contact est pris, un délai de raisonnablement... Plusieurs mois. Oui. Une façon de s'organiser. Oui, l'idée c'est qu'on travaille tous ensemble. L'idée c'est justement de ne pas aller dans cette démarche d'injonction. C'est toute... Une autre question, l'une des façades les plus vilaines de la rue, c'est quand même un bâtiment qui appartient à la mairie et qui est la zone Zilly. Oui, bien sûr. Quelle est la position de la mairie là-dessus? Parce qu'elle est vraiment très très laide. Il est clair que c'est la plus délabrée de la rue. C'est une bonne question parce que ça n'a pas été évoqué puisqu'on a des projets de rénovation complète. Donc voilà, projet de rénovation en réflexion sur toute cette parcelle-là et les 800 mètres carrés intérieurs. Donc la façade en fait partie et elle sera rénovée en même temps que le projet qui peut prendre encore 2 ou 3 ans. C'est clair. Mais je me vois mal dépenser de l'argent public pour... rénover une façade qui n'irait pas avec le projet arrière. Enfin, c'est pas. On a bien conscience, et pour y passer devant tous les jours, je le remarque aisément, qu'elle est totalement délabrée et que ça ne peut plus durer des années. Donc, elle rentrera dans le processus de rénovation complète de la parcelle. Je vous avais informé aussi en son temps que je me rapprocherais de l'architecte des bâtiments de France. Donc, c'est chose faite et je le vois à ce sujet début juillet. Voilà. S'il n'y a plus de questions, mais je te laisse porter aux voix. Alors, on va porter aux voix qui est pour. C'est unanimité, alors ? Unanimité, personne ne s'oppose, tout le monde a levé la main. Unanimité. Merci. Point 4, l'acquisition du lot de parcelles AK5, AK155 et AK272. Hugues.
Alors, la commune de Viarmes a réceptionné le 3 juin 2021 la confirmation d'un accord pour lui céder le lot des parcelles cadastrées AK5-155-272, 6 dans le secteur du chemin de la Fontaine aux Moines. Ces parcelles font un total de 607 mètres carrés. Cette acquisition sera réalisée par la commune pour moins d'1 euro le mètre carré, puisque 607 mètres carrés pour 600 euros au total, auxquels bien évidemment s'ajoutent les frais de notaire. L'acceptation de cette acquisition du lot des parcelles proposées au conseil municipal poursuit la politique volontariste de protection de son environnement engagée par la commune. Ces espaces agricoles et forestiers sont l'écrin donc paysager de la commune de Viarmes, participant à son identité rurale et à son attractivité résidentielle. Ces parcelles font partie des espaces naturels sensibles à l'intérieur de la commune, ainsi que du site classé de la vallée de Lisieux et de la Thève depuis l'arrêté ministériel du 29 mars 2002. Au sein de ce secteur, il y a un corridor écologique comprenant des bois relais et des espaces agricoles ouverts qui permet à la faune de trouver des refuges et de transiter entre les grands massifs forestiers. Ce terrain est donc classé en zone NCE par le plan local d'urbanisme, un périmètre d'espace boisé classé interdisant toute construction. Alors, on vous a mis le plan, c'est comme d'habitude, on fait du mieux qu'on peut, mais ce n'est pas toujours évident de les voir. Elles sont encadrées en vert. Alors, vert sur vert, c'est compliqué. Grâce, tu finis ta note et on échangera. Je voudrais juste, pour la prochaine fois, si on peut juste, parce que je connais bien l'endroit et en fait, je ne situe pas bien où se trouvent ces parcelles. Si on pourrait juste mettre les noms de rues, en fait. Alors là, tu as raison, on fera mieux la prochaine fois. L'AK5, la première, celle que vous voyez, l'AK5, elle est chemin de la Fontaine aux Moines. Elle est avant l'arrivée à la Fontaine aux Moines sur la droite. Donc vous voyez le chemin qui défile là. L'AK 155, on ne la voit pas de la rue, elle est isolée beaucoup plus haut, proche de la voie ferrée. Je ne sais pas comment on peut y accéder d'ailleurs sans passer par des parcelles privées. Et la AK 272, elle est située entre le chemin de la Fontaine aux Moines et le chemin du Felay. Donc au même secteur, même chose, il y a pas de... Quand on la regarde, on ne sait pas trop comment on peut y rentrer. Hein. C'est un peu elle est isolée au milieu de parcelles privées. Alors, cependant, donc, l'acquisition des parcelles forestières reste le meilleur moyen de prévenir les défrichements, les aménagements et les installations illégales avec toutes les nuisances qu'elles entraînent pour la population. L'acquisition par la ville permettra ainsi de limiter l'expansion de ce phénomène d'installation illégale, de préserver cet espace de biodiversité, tout en constituant un capital foncier et forestier à la collectivité. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son remplaçant à signer tout document se rapportant à l'acquisition du lot des parcelles AK5-155-272. Alors juste pour info quand même, comme on était en amont de ce dossier, parce que c'est un dossier qui de toute manière aura arrivé en mairie par le biais de la SAFER. Là le propriétaire nous a contactés directement. Donc du coup, on va aussi éviter tous les frais de dossier de la SAFER et autres, qui sont, que je vous rappelle, minimum de 400 € par dossier. Donc, ce qui fait que globalement, ça coûte quand même moins cher à la commune d'avoir effectué ce travail en amont avec le propriétaire directement. 3 parcelles, 3 frais de dossier. Oui. Donc voilà, donc on va passer au vote. Oui. Ouais, ça fonctionne pas. Hein. Rapproche encore le micro, je ne sais pas où le micro fonctionne pas. Est-ce que c'est mieux là? Moi, j'ai pas l'impression, mais si Boris nous dit que ça fonctionne. Juste devant la Fontaine aux Moines, il y a un terrain qui a été sauvagement défriché, les arbres coupés, etc. Est-ce que cette parcelle fait partie de celle qu'on rachète? Non, je ne crois pas, c'est pas celle-ci. Non. Donc celle-ci, dès qu'on l'a constatée, ça m'est remonté, je ne sais pas trop par qui. L'APM, la police municipale s'y est rendue immédiatement. Ils ont mis un petit écriteau dessus. Ils ont appelé le propriétaire. Depuis, ça bouge plus. Il n'y est plus, oui, je sais bien. Mais depuis, ils y passent facilement 3 fois par semaine. Parce que j'aurais demandé de faire le tour des cabanisations. Et pour l'instant, les responsables ne se montrent plus. Ils savent que l'endroit est surveillé.
Ça fait partie de la lutte contre la carbonisation, la protection de nos espaces forestiers. C'est pas neutre financièrement. Non. Il va falloir d'ailleurs qu'on se penche sur une mise à jour de tout ce qu'on possède, parce qu'on achète, mais il faudrait... Derrière, c'est des arbres qui poussent, c'est de l'entretien. J'aimerais bien qu'on trouve quelqu'un, je ne sais pas si ça existe, qui pourrait gérer tout ça gratuitement. Il ferait son affaire de la vente du bois, je ne sais pas si c'est possible. Sylvie. Alors hier, j'ai participé à l'installation de la commission agriculture cheval au PNR, et ils ont parlé, entre autres, des bois en plaquettes, et la personne, le président de la commission expliquait que la filière bois, justement, permettrait, sur les parcelles privées ou des petites parcelles, pour entretenir les terrains. Il y a plein de bois qui sont pour nettoyer les terrains. En fait, il y a des filières qui existent pour installer, pour transformer ce bois en plaquettes, puisque c'est du bois qu'on peut pas... Parce que moi, en plaquettes pour le chauffage, en fait. Donc, il y a certainement des solutions du côté de la filière bois. Et je pense qu'on va échanger avec la personne qui gère ce sujet-là pour savoir comment nous, on peut installer quelque chose pour gérer nos parcelles, pour pouvoir trouver peut-être une société qui viendrait récupérer, nettoyer nos terrains, et récupérer le bois pour faire de la plaquette, et un échange de bons procédés, en fait. Oui, on verra ça, mais il y a des solutions qui vont se... Voilà. N'hésite pas à creuser ce point. Il y a de toute façon un travail aussi de recensement, effectivement, à voir tout ce dont la commune est propriétaire, les resituer. Parce que c'est vrai qu'au fil du temps, on achète une parcelle par-ci, une parcelle par-là, et on n'a pas une vision globale, mais ça fait partie du travail qu'on doit mener. Donc là, aujourd'hui, la question qui vous est posée, c'est de nous autoriser à acquérir cette parcelle au prix donc de 600 €. Donc, qui est pour? Personne n'est contre, pas d'abstention. Donc c'est l'unanimité. Point numéro 5. Le refus du transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Carnel Pays de France, qu'on avait déjà voté il y a quelques mois et que nous devons revoter. Hugues va vous expliquer ça. Alors, la loi ALUR prévoit un transfert automatique de la compétence d'élaboration du plan local d'urbanisme, PLU, des communes vers leur intercommunalité à fiscalité propre, 3 ans après la publication de la loi, soit le 27 mars 2017, sauf si une minorité de blocage se forme contre ce mécanisme. Cette même loi prévoyait également que si après le 27 mars 2017, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme intercommunal, ce qu'on appelle un PLUI, elle le deviendrait de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté de communes consécutive au renouvellement général des conseils municipaux, soit le 1er janvier 2021. Les communes pouvaient néanmoins continuer de s'opposer à ce transfert dans le délai de 3 mois précédant cette échéance, ce que la ville de Viarmes a fait par sa délibération du 26 novembre 2020. Toutefois, la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, a reporté la date du transfert automatique au 1er juillet 2021. Cela signifie que les délibérations prises par les communes entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, ce qui est le cas pour celles prises par la commune de Viarmes, ne seront pas prises en compte. Il revient donc à la commune de délibérer à nouveau dans les 3 mois précédant le 1er juillet 2021, soit du 1er avril au 30 juin, pour s'opposer à ce transfert de compétences. Pour cela, les communes membres de l'EPCI doivent former une minorité de blocage composée de 25% des communes représentant au moins 20% de la population totale de l'EPCI. En effet, il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence sur la définition des règles d'urbanisme, élaboration, modification ou révision du PLU, qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités locales, d'objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, selon des formes urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre, et en application du principe de subsidiarité, en particulier dans un souci de proximité vis-à-vis des administrés.
La position du Conseil communautaire a été de refuser le transfert de la compétence PLU par délibération du 23 septembre 2020. Il est proposé au Conseil municipal de voter également le refus du transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Carnel Pays de France. Merci Hugues. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc on n'est pas des mauvais petits canards, hein. Toutes les communes de mémoire ont refusé ce transfert. Donc on est largement dans les 25% des communes et 20% de la population. Est-ce que ça appelle des questions? Grâce, approche-toi bien de ton micro. Tu l'as éteint là. Rappuie dessus une fois. Il est éteint. Voilà. Information complémentaire que certainement vous n'avez pas eu, mais il y a eu beaucoup de discussions. La loi du 15 février 2021 qui prorogeait l'état d'urgence validait les délibérations prises après début octobre, finalement. Donc il fallait délibérer, puis ne plus délibérer, et là en fait... Donc moi je sais plus. Les délibérations que la fallait délibérer ou pas? Moi j'arrête. Le courrier que nous avons indique bien, justement c'est pour ça qu'on a préféré le faire, parce qu'il indique bien que les communes pourront dans les 3 mois précédant le 1er juillet 2021, c'est-à-dire soit du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, s'opposer au transfert grâce à l'activation d'une minorité de blocage. Cela signifie que les délibérations prises par les communes entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020 ne seront pas prises en compte dans le calcul de la minorité de blocage. Donc par conséquent, nous avons délibéré, nous, dans cette période-là. Il a été plus prudent de proposer de délibérer de nouveau pour être conforme au refus de transfert. Merci pour l'explication technique. Oui, qui peut le plus, peut le moins. Donc à la limite... On va faire ça pour tout maintenant. On va doubler les conseils pour être sûr. On se revoit dans une semaine pour refaire le même conseil. Laurent, avec micro, s'il te plaît, oui. Oui, on parle d'une minorité. Approche-toi. On parle d'une minorité de blocage, 25%. On a donc, à nous seuls, on ne constitue pas forcément 25%. On a une vision de ce qu'ont voté les autres, s'ils l'ont voté, pas voté. Tout le monde s'est opposé. Parce qu'il reste plus que 2-3 jours. L'interco elle-même, je ne sais même pas si d'ailleurs l'intercommunalité elle-même, au cours d'un de ses conseils, s'est prononcée contre. Et alors je n'ai pas les délibérations de toutes les communes, mais de mémoire, toutes les communes s'y sont opposées. Donc ça fonctionnerait, on aurait la minorité. Ça ? On va avoir la minorité, donc c'est ça. Ah oui, sans problème. Oui. Porter au vote. Oui, vas-y. Alors on va porter au vote, si vous le voulez bien, s'il n'y a plus de questions. Donc qui est pour? Je pense que c'est encore l'unanimité. Unanimité. Merci. Quittons l'urbanisme et allons vers les affaires générales. Point numéro 6. Création d'un conseil municipal des enfants. Rapporteur Sarah Béag. Alors, le conseil municipal des enfants est un dispositif de participation à la vie locale pour les enfants de la ville de Viarmes. Nous avons souhaité donc contacter les écoles et puis utiliser donc les classes de CM1, CM2 et 6e. Voilà, c'est fait 11 classes ensemble. Ce conseil municipal est intéressant pour les enfants au niveau pédagogique puisqu'il permettra de les impliquer dans la vie de notre territoire et leur proposera aussi de mener des actions. Nous, on vise 3 objectifs. Permettre aux enfants de découvrir le rôle et la place d'une institution de démocratie locale, donner à travers ce dispositif la parole et les rendre actifs de la vie publique, et transmettre aux enfants les notions de citoyenneté et de responsabilité. À ce titre, ils seront susceptibles de proposer des projets après concertation avec le maire ou les élus membres de la commission. Et selon l'importance du projet, une présentation pourra être faite en conseil municipal, c'est-à-dire conseil municipal des adultes. Chaque projet fera l'objet d'un vote au sein du conseil municipal des enfants.
Il y a d'ores et déjà un calendrier au niveau des différents conseils municipaux qui auront lieu, voilà, auxquels vous serez plus ou moins invités en fonction de vos disponibilités, pour y assister et sans avoir une voix délibérative. Hein. Vous assisterez au conseil des enfants si vous le souhaitez, mais vous n'interviendrez pas sur leurs décisions. Voilà. Ce conseil municipal des enfants sera donc présidé par le maire de la commune, qui pourra se faire représenter par un élu du conseil municipal et se réunira 3 fois dans l'année. Mais les enfants, eux, ont des réunions de travail, si je peux me permettre l'expression. Toutes ces réunions sont planifiées, organisées durant l'année scolaire et sera encadrée par la coordinatrice enfance-jeunesse, qui est donc Amandine Thibault, et un représentant du conseil municipal, qui est Christophe Vandeneken. Pour concrétiser ces projets et mettre en place des actions, des sorties pédagogiques pourront être organisées. Alors, il sera créé sur la base de l'article L2143-2 du CGTC, qui prévoit la constitution des comités consultatifs associant représentants et habitants de la commune, librement créés par le conseil municipal, qui en fixe la composition. Il est proposé au conseil municipal d'en arrêter la composition ci-dessous et d'acter que les enfants élus en septembre 2021, selon les modalités définies dans la charte annexée, que vous avez reçue un peu en retard, pardonnez-moi, s'ajouteront à cette liste pour former donc le conseil municipal des enfants. Donc composition, Monsieur Olivier Dupont, maire de Viarmes, moi-même, Monsieur Christophe Vandeneken, Madame Amandine Thibault. Et bien sûr les enfants qui auront été élus par leurs congénères. Je passe oui, au question. Vote. Non, question. Oui, serait-il possible d'avoir quelqu'un de notre groupe dans la composition? En fait, Monsieur Bignonnet fait partie de la commission enfance-jeunesse, donc il est de votre groupe, et donc il sera d'office dans la commission. D'accord. Et donc dans le comité, pardon. D'accord. On dit comité ou commission? Oui. Non, alors il est dans la commission, mais pas dans le comité, pardon. Voilà, donc mais il sera invité en tant que membre de la commission enfance-jeunesse. Donc il sera. Il ne pourra pas prendre part aux séances de travail, etc. La question donc, que je renouvelle, c'est est-ce qu'on peut avoir quelqu'un du groupe dans la composition du comité? Ça n'a pas été, on n'a pas prévu comme ça. Oui, ça n'a pas été prévu comme ça. La composition, vous l'avez sous les yeux. Fabien pourra venir travailler, mais n'aura pas de part de voix délibérative. Voilà. C'est impossible. Décision a été faite comme ça. La composition qui vous est proposée, c'est celle que vous avez sous les yeux actuellement. Donc ce comité, ce conseil municipal des jeunes se veut, comme je le vois pas comme un comité Théodule qui servira pas, hein, et c'est quelque chose que je veux, et je m'en suis entretenu avec Christophe et Sarah, qui seront les 2 élus en charge. Faut que ça aboutisse sur des projets. Il faut alors qu'on est en plein milieu d'élections où on constate une désaffection totale de la jeunesse, puisque je crois que le dernier chiffre sorti, c'est plus de 80% des moins de 25 ans qui ne sont pas allés voter aux élections, alors pour des raisons diverses et variées, hein, c'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est pas mal à notre niveau d'avoir une action pour sensibiliser la jeunesse au fonctionnement d'une commune, à la citoyenneté, à tout ce genre de décisions. On les accompagnera sur des projets qu'eux-mêmes auront, et ils viendront éventuellement le présenter ici, comme ça a été précisé au sein pendant un conseil municipal, puisque bien sûr les budgets seront débloqués si le conseil municipal le nôtre le valide. Est-ce que vous avez des questions autres sur ce point? Oui, Dominique, avec un micro s'il te plaît. Il y a un conseil municipal des enfants, il y aura aussi un maire des enfants.
Oui. Et celui-ci, oui, par mais Sarah exemple... ne l'a pas précisé. Il y aura, je crois que c'est marqué, non? Alors, il y a un maire, effectivement. Il y aura 3 adjoints et des membres seront 11 en qu'on tout. appelle conseillers municipaux. D'accord. Un enfant élu par classe. Quand on aura, par exemple, des anniversaires de jumelage à Toberkery ou à Morcotte, Absolument. le maire des enfants pourra Très aller bien. représenter son conseil Absolument. municipal là-bas. Oui, alors dans un premier temps, on leur a listé, avec Amandine, on a listé les moments les plus importants de la commune, c'est-à-dire qu'on les invitera bien évidemment, alors en fonction après de leur disponibilité, hein, parce que ce sont des enfants, voilà. Donc, mais on a listé déjà en priorité toutes les fêtes, 18 juin, 11 novembre, enfin voilà, ce genre de manifestations officielles. Mais effectivement, ils sont invités à toutes les manifestations sur la commune. Public. Okay, merci. Donc les anniversaires de jumelage aussi. Pourvu qu'ils ne soient pas trop dépensiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Daniel. Est-ce que, au lieu de spécifier des classes de scolarité, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'indiquer des années de naissance? Parle plus fort, Daniel, on t'entend pas bien. Parle plus vrai. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'indiquer des années de naissance? Les années de naissance des... Pourquoi Non, parce qu'en fait, on le fait par classe, en fait. Alors, il y a eu un double, parce qu'on voulait le mettre déjà en place il y a longtemps. Enfin, il y a presque un an. Enfin, pas un an, mais voilà, quelques mois au début du... Voilà, vers le début à la rentrée de septembre, merci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est bloqué par les conditions sanitaires et la Covid nous embête vraiment beaucoup parce que, en fait, au moment où je te parle, les groupes ne peuvent pas se mélanger. Donc, en fait, pour que ce soit plus simple, dans une classe de CM1, peut y avoir 5 personnes qui se présentent. Après, ils feront leur campagne au sein de leur école primaire. Et puis, après, il y aura un vote. La classe viendra voter. Alors là, on a un petit peu institutionnalisé le vote, bien sûr, pour que ça ressemble à un vote. Voilà. Mais on ne pouvait pas tous, par exemple, les faire aller à la salle Saint-Louis tous en même temps. Ce n'est pas possible. Il faut que ça reste par classe. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mélange de groupes. Et on ne sait pas, normalement ça doit se faire en septembre. Là, on va distribuer, enfin en fonction des horaires, enfin des jours qui restent, on va distribuer déjà les flyers pour qu'ils puissent déjà réfléchir pendant les vacances s'ils veulent se positionner ou pas et faire proposer leur campagne. Voilà. Merci. Voilà le flyer qui va être distribué en fait dans les classes. Parfait. Un débat a eu lieu aussi pour savoir à quel niveau scolaire on l'ouvrait, parce que c'est municipal, parce qu'on aurait pu dire c'est de CE2 à 3e par exemple. On aurait pu avoir un certain nombre de niveaux supplémentaires, mais après avoir échangé avec Amandine et Sarah, Amandine c'est son métier, hein, les enfants. Il s'avère que s'il y a trop de niveaux différents, les âges sont tellement différents que les projets ne sont pas les mêmes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. C'est pour ça que c'est assez resserré de CE2 à 6e. Voilà. Et puis peut-être qu'on donnera la possibilité, on en a déjà parlé, on envisage, parce que là on part sur, on ne l'a jamais fait à Viarmes, donc on part sur un mandat d'1 an. Si jamais on faisait 1 an renouvelable, les élèves qui seraient en 5e dans 1 an pourraient éventuellement rester pendant leur année de 5e aussi. Voilà. Oui, il y a je sais pas moi, pour les classes de 6e, donc c'est obligatoirement le collège. Oui. Donc classe de 6e, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une classe de 6e, il y a des enfants de Viarmes, des enfants d'Asnières, des enfants de Saint-Martin, etc. Oui, mais sur le dossier de candidature, je ne vous ai pas montré, mais on peut pas voter. C'est seulement les habitants de Viarmes. Il y a un dossier de candidature à remplir et la proposition là, voilà. Donc obligatoirement, obligatoirement, les candidats devront être de Viarmes. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ça que, parce qu'en fait, 6e, c'était pas spécifié, effectivement. Non, c'est que les résidents de Viarmes. On s'est posé la question parce qu'il y a même des élèves de Viarmes qui sont scolarisés, par exemple, dans d'autres communes. Il y a aussi des dérogations aux primaires.
des gens qui habitent ailleurs et quelques dérogations d'enfants qui sont quand même à l'école de Viarme. C'est vrai dans l'autre sens aussi d'ailleurs, il y a des jeunes de Viarme qui sont scolarisés ailleurs et qui ne peuvent pas du coup être candidats. Ah, c'est pas parfait, hein. C'est pas parfait. D'autres échanges? Sarah, tu portes aux voix. J'ai envie de vous faire travailler aujourd'hui. Alors, je porte aux voix. Donc, qui vote pour le conseil municipal des enfants? Je vous remercie. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2, 3. Merci à tous. Point suivant. Actualisation des tarifs des cimetières, Royaumont et Fréval. Nous disposons donc de 2 cimetières, l'ancien cimetière situé avenue de Royaumont et un autre situé rue du Fréval. Et ce dernier est pourvu de 2 columbariums et d'un jardin du souvenir. Dans le cadre de l'étude menée relative aux besoins d'agrandissement du cimetière du Fréval, il est apparu nécessaire en premier lieu de revoir la gestion de ces 2 cimetières en commençant par l'élaboration d'un état des lieux sur les concessions échues et non renouvelées à ce jour et celles qui sont abandonnées. C'est un travail long, minutieux, pourrait-on même dire fastidieux, qui se déroulera sur plusieurs mois. Les tarifs en vigueur datent de 2009, donc plus de 10 ans, et ce travail qui a commencé à être fait est également l'occasion d'actualiser les tarifs au regard de ce qui se pratique sur le territoire. Vous avez sur le tableau en dessous l'exemple de 5 communes plus Viarme. Les tarifs actuels sur les différentes concessions, donc les 15 ans, les 30 ans et les 50 ans, et pour le columbarium, 15, 30, 50 également. Donc les tarifs actuels sont dans l'avant-dernière colonne et les tarifs proposés sont dans la dernière colonne. Donc il y avait un... Alors, est-ce que vous avez des commentaires sur ce point? Depuis 2009, tout augmente. Donc les tarifs des concessions également. Sylvie. Alors j'espère que nous pourrons du coup arborer nos cimetières à ce prix-là. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour pouvoir envisager ça aussi. Nous verrons. Alors, puisqu'on est sur le sujet du cimetière, donc ça dépasse un peu le cadre de ce vote-là. Il y a un projet était en cours d'agrandissement du cimetière du Fréval et un terrain avait été acheté par la précédente équipe. Un terrain qui jouxte le nouveau cimetière actuel juste en face de l'EHPAD en construction. En m'intéressant au sujet, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de gestion serrée des 2 cimetières existants, principalement l'ancien cimetière, le cimetière de Royaumont. Un certain nombre de concessions n'ont pas été renouvelées dans les temps. Quand je dis un certain nombre, c'est plusieurs dizaines. Pour ceux qui... Alors, on ne va pas forcément se promener au cimetière, mais on a malheureusement l'occasion de s'y rendre parfois. Faites un tour dans le cimetière de Royaumont, vous allez voir un certain nombre de tombes qui sont dans un piteux état, qui visiblement sont abandonnées depuis des décennies. D'autres ne sont pas dans un piteux état, mais sont quand même en forte dégradation et n'ont pas été renouvelées depuis des dizaines d'années également. Donc tout ça, c'est de l'argent qui dort. Il y a certainement plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ne sont pas perçus par la commune. Et c'est en même temps, je vois ça comme un manque de respect envers ceux qui nous ont précédés. Et je me refuse à laisser le cimetière comme ça, sans mise à jour, sans nettoyage. C'est absolument anormal. Donc, j'ai mis un holà à l'agrandissement du cimetière et je préfère donc qu'on parte dans une logique de reprise des concessions et d'entretien des cimetières actuels. Ça devrait être suffisant pour les années qui viennent puisque le cimetière du Fréval n'est pas plein, même s'il se remplit assez vite. Mais nous allons rentrer dans un rythme de reprise des concessions. D'ailleurs, il y a un point là-dessus. Reprise de concessions, plusieurs concessions annuelles pour pouvoir répondre à la demande. Oui, Muriel ?
Juste pour préciser, au niveau du cimetière du Fréval, les concessions dorénavant ne seront données aussi, c'est un point important, que lorsqu'il y aura nécessité, donc événement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut plus prendre de concessions, étant donné le nombre qui reste et qu'il n'y a donc plus d'agrandissement, le temps que les reprises se fassent, puisque ça demande quand même un certain temps. Ça fera comme le columbarium, hein, c'est-à-dire que voilà, on ne pourra prendre une concession que lorsque on en aura malheureusement la nécessité. Oui, précision utile parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion déjà de refuser 2 fois d'ailleurs, hein, des gens qui sont inquiets, qui veulent préparer la suite, certainement pour faciliter par rapport à leurs enfants, enfin tout ça c'est des questions très personnelles. Donc je les ai rassurés sur le fait que les choses se dérouleraient et qu'on ne peut plus se permettre de bloquer une concession qui, fort heureusement pour eux, ne sera peut-être pas utilisée pendant 3, 4, 5 ou 6 ans. Et il y en a. Donc c'est des concessions, c'est des places vides. Nos places deviennent rares. On ne peut plus se permettre cela, quoi. Laurent et Fabien. Oui, quel est le délai de grâce qui va être laissé? C'est-à-dire le délai pour que quelqu'un se manifeste ou pas. On appelle ça le délai. Alors, oui, donc ça, mais Muriel maîtrise mieux le sujet que moi. Des courriers, alors déjà, il y a la notion de tombe abandonnée ou de tombe renouvelée. Vous allez prendre le point, hein. C'est mieux. Je vais essayer d'être la plus précise possible. Alors, il y a la notion effectivement de concession non renouvelée et concession abandonnée. Alors, concession abandonnée, c'est toute une procédure bien particulière. Déjà, il faut considérer qu'elle est abandonnée. Donc déjà, il faut qu'il se soit passé 30 ans pour considérer qu'elle est abandonnée, mais 30 ans sans avoir été vraiment entretenue, et que surtout, il n'y ait pas une inhumation de moins de 5 ans. Déjà, donc ça c'est le premier point. Donc là, on doit faire un état des lieux. Je n'ai pas de délai, c'est assez long, il faut écrire, il y a des délais incompressibles à respecter. Effectivement, il y a beaucoup de retours parce qu'elles sont très anciennes souvent, donc il y a beaucoup de retours de lettres envoyées en recommandé. Il faut pouvoir justifier qu'on a essayé en tous les cas de contacter. On a aussi le système qui n'est pas forcément très très beau de mettre des pancartes. C'est ce qu'on va recommencer à faire un petit peu pour notamment ce qu'on appelle les concessions non renouvelées. Alors normalement, au bout de 2 ans, une concession qui est entretenue, qui est identifiée par le fait qu'il y a des gens qui viennent s'y recueillir, on met la petite pancarte, effectivement. Normalement, au bout de 2 ans, la loi dit que la commune peut faire ce qu'il faut, essayer de joindre, et voilà. D'ailleurs, on a déjà commencé, on a contacté des gens qui étaient en retard de plus de 8 ans ou 10 ans. Voilà, et puis ça va se faire comme ça. Donc il y a pas le délai, il est court. C'est au bout de 2 ans, on peut déjà faire ce qu'il faut. La commune a même la possibilité de récupérer les monuments tout en enlevant toute trace de la personne. Et bien entendu, il y a quand même les exhumations. Et dans ce cas-là, il y a quand même un respect des morts, enfin du moins des restes des défunts qu'il faut convenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisant. Ouais, c'est un sujet, oui Fabien, c'est un sujet extrêmement sensible et bien évidemment toute l'humanité sera mise dans la reprise des concessions. Fabien. Existe-t-il encore des concessions perpétuelles? Oui, si, il existe. On n'a plus le droit dans. Ah, ça n'existe plus par contre. Réponse technique. Juste pour dire, on n'en délivre plus. Voilà. En revanche, il y en a encore, bien sûr, puisqu'elles sont perpétuelles. Mais pareil, c'est une procédure encore plus particulière, plus fastidieuse à faire. Voilà. Je voulais aussi apporter une précision quand on disait tout à l'heure que pour rassurer, en tous les cas, la commune a l'obligation, de toute façon, de pouvoir enterrer ses morts. Donc dans tous les cas, même si les concessions ne sont pas données pour ceux qui souhaitent préparer ultérieurement, s'il se passait quoi que ce soit, de toute façon, nous aurons l'obligation de donner un espace pour pouvoir inhumer une personne. Voilà. Je tenais à le préciser parce que les gens s'inquiètent. Parce que le problème, c'est que les concessions perpétuelles, là, ça représente quand même beaucoup, pas dans l'ancien cimetière? Oui, c'est tout un travail à faire. On n'a pas de chiffres exacts encore, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Parce que la plupart des tombes qui tombent en ruine sont peut-être des concessions perpétuelles. Non, pas toutes. Les premiers échanges que j'ai pu avoir avec Carole Gay qui s'occupe de ça, il y en a, hein, mais il y en a aussi beaucoup
Mais rien n'empêche de partir aussi dans la reprise des perpétuels. C'est plus long, mais il faut lancer le dossier maintenant pour une reprise peut-être dans 3, 4, 5 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même possibilité, si c'est plus entretenu, de récupérer après un long processus, j'ai bien compris, des concessions perpétuelles. C'est l'idée. C'est de récupérer, mais c'est plus long pour une perpétuelle, plus compliqué. Ouais, c'est complexe. Et ça coûte, et c'est du travail d'agent. Enfin, c'est pas neutre, mais bon, il faut bien entretenir nos cimetières. Et on se heurtera peut-être à un autre problème qui est celui de l'ossuaire d'ailleurs, hein, parce que je ne sais même pas où il est, mais il y en a un. Et il faut mettre les restes de chaque défunt dedans, et il faut qu'il y ait de la place pour les accueillir. Alors si on parle sur 10 ans de 40, 50, 60, je ne sais pas, même peut-être plus, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup plus. Alors le chiffre qu'on m'a donné sur Royaumont, tiens, est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de tombeaux au cimetière de Royaumont? On était resté sur notre chiffre, non? Ouais. Non? Personne ne se mouille. Combien? 200. On est toujours sur... Le chiffre qui nous a été annoncé par Carole, mais j'en suis même surpris à vérifier, c'est 1300. Je suis très surpris aussi, mais ce n'est pas un chiffre qu'elle a dû inventer, Carole. Donc, oui. Donc il y a tout à fait une cartographie. Il y a, au fur et à mesure des décennies qui sont passées, il y a différentes classifications. Enfin, c'est pas simple l'histoire. Mais c'est un beau projet en même temps. C'est compliqué, mais c'est un beau truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le sujet principal qu'il faut porter aux voix, c'était quand même les tarifs. Est-ce que quelqu'un a une remarque sur ce point où je porte aux voix? Qui approuve donc la mise à jour des tarifs? Unanimité, merci à tous. Point suivant. Le SMECVO, modification des statuts, adhésion aux compétences d'infrastructure de charge et contribution à la transition énergétique. Bien. Par courrier du 31 mai 2021, le SMECVO propose à la commune de Viarmes, conformément à son assemblée générale du 15 avril 2021, d'adhérer à la compétence facultative infrastructure de charge. Si cette option recouvre les nouvelles énergies pour véhicules telles que le gaz naturel, le biogaz ou l'hydrogène, l'actualité porte sur les bornes de recharge électrique. En effet, les ventes de véhicules électriques sont en nette augmentation et leur proportion sur les routes du Val d'Oise va croissant. Le syndicat a réalisé en 2019 un schéma directeur d'implantation des bornes de recharge électrique. Il précise que si les automobilistes sont invités à se recharger à leur domicile, au bureau ou dans les centres commerciaux, il est cependant nécessaire d'implanter des bornes sur l'espace public. Donc le SMECVO propose donc à la ville de Viarmes de lui déléguer sa compétence et d'assurer pour la ville en tant que maître d'ouvrage la mise en place et le suivi des bornes électriques. Sur le plan technique financier, il indique qu'une convention, on précisera les modalités. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter de déléguer la compétence infrastructure de charge au SMECVO. Voilà. Pour votre information, la très grande majorité des communes du Val d'Oise sont adhérentes au SMECVO, toutes pas toutes dans les domaines électriques, gaz ou télécom. C'est un petit peu à la carte. Et le SMECVO donc se propose, comme je viens de vous le dire, de prendre en charge l'investissement et le fonctionnement, le suivi des bornes électriques sur la totalité du territoire du Val d'Oise. Il faut savoir aussi que quand on parle d'infrastructure de charge, on parle actuellement, c'est l'actualité, des bornes électriques. Mais la phase automobile électrique et d'énergie électrique est une phase, même si elle est en pleine augmentation, et aujourd'hui, c'est une phase transitoire. On travaille sur le 10 ans, sur le 15 ans, et l'énergie future, non polluante, ce sera l'hydrogène. Dès à présent, le SMECVO entame, et c'est l'un des rares syndicats d'électricité de l'Île-de-France, enfin d'électricité, d'énergie de l'Île-de-France, a engagé effectivement une réflexion sur la filière hydrogène. Donc, il pourrait, on travaille actuellement avec le Cigidur, Sarcelles, qui pourrait, à partir de la combustion des ordures ménagères,
créer, disons, une centrale d'hydrogène, etc. C'est vraiment quelque chose, disons, on est au début, et je dirais qu'à la limite, le SMEDVO se pose actuellement un petit peu en précurseur par rapport, disons, au territoire francilien. Pour le moment, l'actualité, ce sont les bornes électriques, et par rapport aux modifications des statuts du SMEDVO, et si vous validez effectivement cette convention, le SMEDVO, ça sera lui qui, en tant que maître d'ouvrage, installera des bornes investissement et fonctionnement pour l'ensemble du territoire du Val d'Oise, tout au moins pour les communes qui auront effectivement validé la convention qui vous est proposée aujourd'hui. Voilà. Daniel, il me semblait qu'il y avait aussi un problème sur le type de, comment dirais-je, de bornes de rechargement, qu'a priori tous les véhicules électriques ne peuvent pas être rechargés sur tout type de bornes. Apparemment, il y a des bornes qui correspondent à certains types de véhicules électriques. Oui. Si, alors là, aujourd'hui, le SMEDVO, là, qu'est-ce qu'il a pris comme option, en fait? Parce que là, on ne connaît pas l'option, la catégorie, et quelles sont les voitures concernées. C'est l'option de borne rapide. Si, en fait, on dit toujours, pour les propriétaires de véhicules électriques, vous arrivez chez vous, vous branchez votre véhicule et vous rechargez. Sauf que si vous passez, si vous raccordez votre véhicule électrique sur votre prise domestique, disons, vous la faites passer une nuit, et puis le lendemain, la capacité de l'autonomie, elle aura augmenté de 20-30 km, etc., par rapport à un potentiel de 300 ou 500 km. Bon, donc en fait, ce qui se fait maintenant dans les centres commerciaux, etc., ce sont des bornes à charge rapide. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va venir, plus on va avancer. Et en fait, la technologie évolue très, très, très rapidement. En quelques années, disons, l'autonomie est passée de 200 km à 500 km. Hein, mais il faut effectivement que les potentiels de recharge aillent aussi dans la même... alors, il y a des recharges, il y a différentes puissances de bornes de recharge. Il faut, pour que ça soit effectivement intéressant, il faut qu'une voiture, elle puisse se recharger en 30 minutes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez au supermarché ou vous arrêtez sur une aire d'autoroute pour prendre le café ou aller aux toilettes, etc. Si vous raccordez votre voiture, vous pouvez repartir effectivement avec une autonomie pratiquement, disons, rétablie. Et donc, comme il y a différents types de bornes, il y a les lentes et les rapides, on compte sur toi pour nous mettre des ultra rapides, parce que je crois qu'elle s'appelle ultra rapide aussi. Oui, et puis il y a un travail aussi, enfin bon, ça commence un petit peu à se normaliser, mais il y a un travail aussi de normalisation et de faire en sorte que tout le monde puisse se raccorder partout. Si vous partez d'une borne en Val d'Oise et que vous arrivez dans l'Essonne, il faut effectivement que ça soit compatible quand vous arrivez dans un autre département. Donc il y a un travail considérable d'organisation. C'est ce qui est en train, c'est ce qu'on a commencé à faire déjà depuis 2 ans au SMEDVO et qu'on concrétise aujourd'hui, disons, par ces changements de statut et cette proposition. Donc, alors, attends, ça c'est proposé, disons, à la totalité des communes. Ça ne veut pas dire qu'en 2022, il va y avoir des bornes électriques installées par le SMEDVO sur le territoire de Viarmes, parce qu'en fait, toutes les communes qui prennent cette délibération, enfin aujourd'hui, voilà, ce qu'il aurait proposé, vont nous faire un appel d'implantation. Selon, disons, le nombre de sollicitations que l'on recevra au niveau du SMEDVO et par rapport, disons, au financement relativement important que l'on met, disons, sur le budget pour cette opération-là, il y aura un programme d'installation pluriannuel sur les communes. Donc la question, c'est à quand les premières bornes? Pardon? La question, c'est à quand les premières bornes dans le... À quand les premières bornes? On veut aller vite, c'est sûr. Je pense que les premières bornes, elles sont mises en 2022. Actuellement, on est en négociation, enfin, on est pas en négociation, mais on est en commission de travail avec Enedis, avec EDF, parce qu'il faut effectivement que les réseaux électriques puissent suivre effectivement l'augmentation de la puissance qui va être demandée, disons, sur les différents points du réseau. Et on est aussi en négociation avec la région, puisque la région subventionne, c'est-à-dire qu'en fait, le SMEDVO est collectivité maître d'ouvrage, mais va effectivement soit s'adresser à l'ADEME, soit s'adresser, disons, à la région, voire même, j'espère,
dans le prochain mandat, s'adresser au département pour que toutes les collectivités puissent mettre un petit peu une subvention à disposition. Voilà. Donc le SMEDEVO, là-dedans, eh bien, ce qui vous est proposé, c'est d'une part, effectivement, financer la totalité, à charge à lui de trouver les financements de différentes collectivités permettant, disons, d'avoir un maximum de financement. Oui. Voilà. Les ultra rapides, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros la borne, plus les réseaux à tirer et tout ça, donc je suis pas mécontent que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Michel souhaite intervenir. Daniel, quand un particulier rechargera sa voiture, ça sera payant naturellement. Bien sûr. Qui percevra? La commune sur laquelle est implantée la borne, le fournisseur? Non. C'est le beurre et l'argent du beurre. C'est pas mal, Michel. On va essayer de faire comme ça. Les autres dépensent et nous on encaisse. C'est pas... La délibération qui est proposée, c'est un transfert de compétences. Transfert de compétences, ça veut dire transfert de compétences d'investissement financier, et automatiquement, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'exploitation et le coût d'exploitation, c'est aussi le SMEDEVO. Est-ce que ça sera le SMEDEVO qui gérera lui-même ou qui déléguera, disons, à un exploitant le fonctionnement des bornes? Je ne peux pas répondre à ça encore. On n'a pas encore tranché sur ce point-là. Totalement neutre pour nous financièrement, et on gardera la police du stationnement là-dessus, Daniel. Pardon? On gardera la police du stationnement ici, à la commune. Ça veut dire qu'il ne faudra pas que quelqu'un vienne se brancher puis parte 5 heures en réunion et que les autres ne puissent pas charger. Ah non, mais il faudra qu'on prenne nos habitudes là-dessus parce qu'on ne connaît pas encore. L'utilisation des places de stationnement affectées à une borne est payante. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive sur une place de stationnement, il y a une borne. On branche la voiture, on va payer effectivement l'énergie, mais il va y avoir aussi un coût d'occupation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas prendre le train le matin, brancher sa voiture sur le parking de la gare et puis revenir le soir, et puis la voiture elle est chargée. Ça coûtera très cher. Bah, moi qui n'ai pas de voiture électrique, je ne connais pas ce fonctionnement, mais oui, ça paraît logique. Ouais. Eh bien oui. Sylvie, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste savoir si, du coup, est-ce que vous réfléchissez aussi sur le renouvellement du parc sur des bornes à hydrogène par la suite ou pas, finalement? Oui. Vous allez construire votre projet comme ça? C'est pas de mal à veille quand même, ça. Hein. Ouais. Non, mais parce que si tu nous dis que dans 10 à 15 ans, c'est transitoire, ça veut dire que vous allez installer un système qui peut peut-être muter vers l'hydrogène ensuite ou pas? C'est ça? C'est ça, d'accord. Enfin, qui dit hydrogène dit amener l'hydrogène à la borne. Bonjour les tranchées, bonjour les réseaux. Hein. C'est pas gagné. Ouais. Tu as éteint ton micro, Daniel. Daniel, ton micro. L'hydrogène, ça sera, disons, il n'y a pas de limite par rapport, disons, à la production, et ça dégage uniquement de la vapeur d'eau. Donc il n'y a aucun gaz, alors que, bon, on sait très bien que le problème des voitures électriques, effectivement, d'une part, ça utilise de l'électricité. Donc l'électricité, elle est produite quelque part. En France, il y a quand même 70% de la production d'énergie qui est nucléaire, qui n'est pas spécialement polluant. D'ailleurs, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a aussi le problème du recyclage des batteries. Sauf que le lithium, qui compose effectivement les batteries, c'est un métal qui est, comme le verre, complètement, disons, recyclable. Mais les ressources lithium, les ressources finies quand même, elles sont quand même limitées. Bien. Christophe, allume ton micro, s'il te plaît. Oui, merci. Non, moi, je voulais savoir si, malgré la délégation, la commune gardait la main sur le nombre, sur l'emplacement, sur les lieux où c'était implanté, ou bien si c'était... c'est pas le syndicat qui va définir, qui va choisir le lieu. Ça va être une proposition de la commune. C'est pas le syndicat qui va dire on va vous mettre une borne là et là et là. C'est effectivement une sollicitation de la commune. Il y aura un projet comme le syndicat actuellement. Jusqu'à présent d'ailleurs, sa mission c'était de délivrer les subventions pour les enfouissements de lignes électriques.
Bon, ce n'est pas le syndicat qui définissait que dans telle commune, on allait enfouir tel câble électrique dans telle rue. C'était sur proposition de la commune qu'une commission de travaux, et le rôle de la commission de travaux au niveau du SMEDEVO, c'était pas de choisir, de dire si c'était judicieux de faire l'enfouissement de cette rue-là ou de cette rue-là, c'était simplement de sélectionner par rapport, disons, pour une question budgétaire, de sélectionner les projets de façon à ce que notre enveloppe budgétaire disponible soit compatible avec les projets des communes. Le syndicat ne remettait jamais en cause le choix qui était fait par la municipalité. De même, là, si Viarme décide de déposer un dossier en disant je veux deux bornes là, c'est pas le syndicat qui... Réservé pour les bornes électriques? Aucune idée. D'accord, parce que je crois qu'il y aura un pourcentage sûrement imposé. Non? Là, on en est vraiment au début. Il restera à nous, une fois qu'on aura signé cette convention, à déterminer le nombre de places judicieuses, les endroits. Tout ça, je n'ai pas de réponse à apporter pour l'instant. Oui, on a un vote à faire, là, Muriel? Il y a eu une modification de la note de synthèse. J'ai pas lu la bonne, mais bon, c'est pareil. En fait, la première note de synthèse parlait uniquement que des bornes électriques. En fait, il s'agit de toutes les énergies futures. Ok, j'ai le point. C'est bon pour tout le monde sur ce sujet? La convention est conclue. Me demande-t-on pour combien de temps? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu encore tout ça. Non. Alors, je vous demande donc d'approuver la modification des statuts du SMECVO, auquel nous sommes donc adhérents. C'est pour ça qu'on nous demande d'approuver la modification du statut. Et je vous demande aussi d'accepter de lui déléguer les compétences infrastructure de charge et contribution à la transition énergétique. Qui approuve? Unanimité, mais s'il y a un risque, on dit qu'il ne vote pas. Hein, c'est pas... On te prive du vote, hein, puis c'est tout. D'accord. Bon, apparemment, tu as le droit de voter. Unanimité. Il n'y a pas de problème. Très bien. Merci. Merci Daniel, merci pour ce point. Le sujet suivant, point numéro 9, projet d'établissement de l'école municipale de musique, rapporteur Pascal Martin. L'école municipale de musique de Viarme est un service public municipal. C'est un réel atout pour la collectivité. L'école participe au développement de la culture en général et des pratiques artistiques en particulier. L'école municipale de musique a donc un rôle majeur dans notre collectivité, aux côtés des établissements d'éducation, les écoles, le collège, et des pôles culturels, Royaumont et nos associations, de notre secteur et des alentours. Elle répond ainsi aux objectifs ministériels. Dans ce contexte, cette structure municipale devait être dotée d'un projet d'établissement qui nous donne des directions. Une perspective de ce dernier a été présentée au conseil municipal le 6 février 2020, où il avait été mentionné que son écriture définitive interviendrait ultérieurement, à l'issue notamment des élections municipales de 2020. Compte tenu de la période de crise sanitaire subie depuis plusieurs mois, la mise en œuvre de ce document définitif avait été retardée. Lors de la commission culturelle du 8 juin, le projet d'établissement qui a été présenté a recueilli l'adhésion de tous. Seules quelques modifications ont été opérées, elles étaient d'ailleurs mineures. Le projet d'établissement, qui a été bâti par Corinne Ferron, sa directrice, elle l'a bâti avec passion et détermination. Donc ce projet visera, sur une période de 5 ans, à renforcer la démocratisation de l'accès à la formation et à la culture, en s'appuyant sur une éducation artistique assez rigoureuse, autour des disciplines traditionnelles. Elle pourra s'enrichir d'un département musique actuel
et de disciplines plus rares comme l'orgue. Afin de garantir pleinement son rôle de centre de ressources et de pôle d'action et de diffusion culturelle, l'établissement pédagogique projette de s'ancrer davantage dans le réseau éducatif, culturel, patrimonial et associatif du territoire, en renforçant ses partenariats. Et pour donner plus de sens à ces projets, il sera proposé de renommer l'établissement École municipale de musique Olivier Messiaen. Des idées de développement pour renforcer l'école de musique sont aussi mentionnées dans le projet d'établissement. Vous avez tous reçu le document. Par exemple, aller vers une structure de conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal. Pour l'instant, il s'agit en fait de valider les projets qui sont dans ce document et la méthode pour tendre vers l'excellence. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'établissement joint à la présente note. Des questions? Je sais pas, demande. Des questions? Pas de questions. Donc, est-ce que le document a été mis à disposition de tous? Oui. Donc, vous avez vu, c'est un document comme l'a précisé Pascal, qui a été élaboré avec passion par la très motivée directrice de l'école de musique Corinne Ferron. Document de 39 pages. Est-ce que... Oui, Fabien. On a une idée un peu plus précise du coût du projet, au total? De quel projet? De l'école de musique. Le coût du projet. Le coût du projet? Oui, de l'école. En fait, non. Le coût, ce sont toutes les actions qui vont être proposées, qui seront proposées par la directrice de l'école de musique, qui feront l'objet de discussions lors des prochains budgets municipaux. Pour l'instant, il n'y a pas de coût fixé. Pardon. Il n'y a pas de demande de budget supplémentaire. Pour l'instant, c'est une vue globale d'ensemble. C'est la direction dans laquelle souhaite l'emmener la directrice. On verra au fur et à mesure de ces demandes, de la manière dont on peut l'accompagner pour accéder à cette qualité-là. D'autres questions? Tu veux porter aux voix. Valérie? Qui a choisi le nom Olivier Messiaen et pourquoi? Alors, le nom... Alors, Olivier Messiaen, c'est un grand compositeur de musique contemporaine. Et en fait, il a beaucoup travaillé sur le chant des oiseaux. Et comme on travaille avec Sylvie Bocobza sur l'aménagement du parc du Hêtre Pourpre, qui est protégé, qui est classé en LPO, Ligue de protection des oiseaux, le nom d'Olivier Messiaen est apparu presque évident. Oui, peut-être que Sylvie ou Pascal, pouvez préciser un peu le projet Hêtre Pourpre, du coup, pour faire le lien entre les deux. C'est ça le projet pédagogique. Alors en fait, Corinne Ferron, l'école de musique s'est engagée avec le parc, a engagé le parc en fait dans un projet de protection. Et donc, Sarah? Micro, s'il vous plaît, mesdames. Non, mais je n'ai pas parlé du parc régional, je parle du parc du Hêtre Pourpre. Donc, en fait, a engagé le parc du Hêtre Pourpre dans un projet de protection. Et, des oiseaux? Oui, par rapport à la LPO. Et donc, l'idée, c'est la construction d'un parcours pédagogique 2.0 qui sera en lien avec... qui a été construit par l'école de musique et dont nous allons porter le projet de ce parcours pédagogique qui sera ouvert après aux scolaires et qui sera installé dans le parc du Hêtre Pourpre. Donc Sarah est à l'initiative d'ailleurs de ce projet, a participé avec Gérard. En fait, voilà, donc c'est un travail de l'ancienne équipe aussi et de la nouvelle équipe et de l'école de musique au cœur de tout ça. Et à cette occasion, d'ailleurs, le parc du Hêtre Pourpre sera ouvert au public
de façon beaucoup plus large une fois que le parcours sera installé. Oui, on mène une réflexion. Parce que l'idée, c'est que ça devienne un lieu aussi pour les Viermois de visite et de découverte et de futurs ateliers. Il est dommage qu'il ne soit pas ouvert plus au public. C'est ça. En parle et on va, mais en fait, il y a aussi une réflexion qui est en train de se faire sur un système de gâche électrique qui pourrait déclencher l'ouverture des portes, etc. Donc ça, c'est plus des sujets pratiques également. Voilà. Voilà le lien entre le nom proposé et l'école de musique et le parc de Troupeau, enfin l'écrin dans lequel se trouve l'école. Maintenant, comme c'est précisé, hein, Valérie, il sera proposé, hein, on ne vote pas pour ça aujourd'hui. C'est une proposition de Corinne hein, qui trouve que ça marche parfaitement. Après, ce sera à entériner par les décideurs municipaux, c'est-à-dire nous. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'entériné à ce jour. Sarah. Il faudra tout de même, j'entends hein, l'ouverture au public, je suis entièrement d'accord, l'ouverture aux scolaires aussi, puisque à l'origine c'était fait pour l'ouverture aux scolaires. Toutefois, je vous rappelle que c'est un refuge pour les oiseaux. Il ne faut pas non plus que ce soit un défilé de personnes à longueur de journée. Sinon, le centre qui permet d'avoir des nichés, d'avoir des petits exceptionnels, ben, ils vont aller ailleurs, hein, les oiseaux. Enfin voilà, moi je vous mets juste en garde à ce niveau-là. Non, tu as raison, mais il faudra trouver une espèce de compromis entre la sanctuarisation du lieu et en même temps la mise à disposition du public, parce que c'est un lieu qui est vraiment très joli. On s'en est rendu compte, il y a pas mal de gens qui l'ont plus ou moins découvert, mais au moment de la fête de l'école de musique et au moment de la fête de la musique, là où j'entendais pas mal de gens qui étaient scotchés devant la beauté du lieu. Et c'est dommage qu'ils ne le connaissent pas. On a quand même perdu, il faut faire attention, parce qu'on a quand même perdu deux ouettes d'Égypte hein, quand même. Faut le dire quand même. Hein. D'accord. Oui, mais je ne crois pas que ce soit à cause de la fréquentation du parc. Hein. C'est un problème de chat, je crois, d'après ce qu'on m'a rapporté au niveau des espaces verts. Bon, on parlera technique quand on sera dans le cœur du sujet. D'autres questions sur ce projet d'établissement? Dominique, avec le son. Moi, je voulais simplement dire qu'au niveau du nom de l'école de musique, on aurait aussi pu penser à la famille Marchand, à Charlotte Marchand en particulier, parce qu'au départ, il y avait la Carnelloise et que Charlotte s'est beaucoup battue pour la création d'une école de musique. Voilà, c'est tout. Après, bon, c'est juste... Oui, non, mais tu pourras remettre cette question-là à l'ordre du jour quand on entrera dans le vif du sujet. Laurence. On est d'accord que le nom d'Olivier Messiaen n'est pas acté. Non, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Il sera proposé, hein, c'est bien noté, il sera proposé de nommer établissement, donc c'est pas acté. Il y aura une consultation avant pour avoir d'autres idées? Oui, oui, probablement. Oui. C'est pas fermé. Pas fermé. On porte aux voix le projet d'établissement. Pascal, à toi l'honneur. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qui est pour? Oui, par exemple. Qui est pour? Merci. Unanimité, merci. Point numéro 10, donc l'approbation du pacte de gouvernance de la communauté de communes Carnet Pays de France. Toutes les communes de France appartiennent dorénavant à des intercos, que ce soit des EPCI, hein, des établissements publics de coopération intercommunale, qu'on les nomme métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes ou autres établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Toutes les communes sont rattachées. Les EPCI reçoivent régulièrement de nouvelles compétences transférées par les communes, soit parce que la loi l'impose, soit par une démarche volontaire. Mais les communes restent au cœur de la vie quotidienne. Les élus des intercos sont des élus communaux puisque leur mode d'élection repose sur le fléchage des candidats lors des élections municipales pour les communes de plus de 1000 habitants et dans l'ordre du tableau du conseil municipal pour les communes de moins de 1000 habitants. Vous en rappelez il y a un an sur les bulletins de vote, enfin les bulletins qui présentaient les listes, il y avait une petite liste à côté de la grande pour les élus communautaires. Un EPCI ne peut donc pas développer des actions sans travailler avec ses communes membres, en les associant au mieux à l'élaboration des politiques publiques locales, sous une forme qui variera selon les contingences territoriales et le contenu des compétences transférées. C'est pour cela qu'il est utile et nécessaire que les relations entre communes et intercommunalités soient clairement précisées dans ce qu'on appelle un pacte de gouvernance.
La C3PF, qui est donc la communauté de communes Carnel Pays de France, a adopté son pacte de gouvernance le 9 juin dernier et il s'articule autour de 5 titres qui déclinent les grands principes de la coopération. Premier point, les principes qui fondent les relations entre la C3PF et ses communes membres. Deuxième point, les intérêts communs. Troisième point, la participation des élus à l'action communautaire. Quatrième point, le relais d'information. Et cinquième et dernier point, le schéma de mutualisation. Et il vous est demandé d'approuver ce pacte de gouvernance que vous avez aussi de joint à la présente note. Donc c'est quelque chose, c'est un document qui formalise les relations entre les communes et l'interco. C'est pas... Voilà. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça ne nous engage pas plus que sans le document. Il se passera exactement les mêmes choses, mais il nous a été demandé par les autorités de mettre ça par écrit. Est-ce que vous avez des questions sur le pacte de gouvernance? Qui approuve le pacte de gouvernance joint à la note? Unanimité, merci à tous. Pascal, je te rends la main pour un point sur les ressources humaines. Alors, création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal première classe à la suite de l'obtention de l'examen professionnel. La directrice de l'école de musique municipale de musique de Viarmes ayant obtenu l'examen professionnel sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe le 18 mars 2020, les conditions de nomination n'étant réunies qu'à compter du 17 juillet 2021, les fonctions de l'agent justifiant l'accès à ce grade, il convient de créer le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à compter du 1er juillet 2021. Ce qui entraînera une modification du tableau des effectifs, comme le tableau vous le montre. Donc le cadre d'emploi d'assistant d'enseignement artistique. Il y a une transposition, une évolution du poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe vers un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe. La nature du poste concerné, c'est directrice de l'école municipale de musique. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la création de ce poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe qui sera budgété au chapitre 012 à compter du 1er juillet de l'année 2021. Donc c'est un point technique. Oui. C'est tout. J'ai pas de commentaire. Bon. On va la féliciter d'abord. On va féliciter Corinne d'avoir obtenu ce diplôme. On la félicite, oui. Elle a une grosse charge de travail et il a fallu en plus, c'est jamais simple. Hein, je vais dire quand l'âge avance, mais c'est pas très courtois. Enfin, c'est jamais simple quand on travaille dans la vie professionnelle de en plus se replonger dans les études. Pour ceux qui l'ont fait, ça demande un vrai don de soi. Donc félicitations à elle, effectivement. Merci de le préciser, Pascal. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux porter aux voix. Hein. Qui est pour? Très bien. Des contre? Non. Des abstentions? Aucune? C'est bon. Merci beaucoup. Nous en arrivons à la fin de notre ordre du jour. Je n'ai pas de questions de votre groupe. Est-ce qu'il est quelle heure? Il est 21h43. On peut peut-être se donner un petit quart d'heure pour évoquer des sujets divers et variés, d'actualité ou de points de travail. Oui, ou si quelqu'un souhaite poser une question sur n'importe quel sujet, c'est ouvert. Oui. Bah on y est. Et si on ne sait pas répondre à vos questions, on vous répondra la prochaine fois. Oui, avec le micro. Deux petites questions. La première concerne... plus près le micro, parce que vraiment ça passe pas du tout. La première question concerne ce que j'avais demandé à M. Brissot sur la Fondation Champion Mazille.
Est-ce que, vous m'avez dit que vous recherchiez des documents et que vous alliez prendre contact avec la famille, savoir où ça en était? Alors là, effectivement, on a travaillé à reconstituer un petit peu tout l'historique. Donc aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'est bien un bien de l'EHPAD, puisque au départ c'était un legs qui avait été fait au bureau de bienfaisance de la commune de Viarmes, qui après est devenu hospice, puis maison de retraite, puis EHPAD. Donc le schéma est assez clair, c'est bien un actif de l'EHPAD pour moi. Ça n'enlève rien à la problématique du legs avec la charge, qu'il faudra lever de toute manière, peu importe quel est le propriétaire. Hein. Quant à me rapprocher des héritiers, c'est pas encore fait, mais j'ai reçu un courrier il y a à peu près, je crois, 2 jours ou 3 jours que tu m'as mis en copie. Ouais. Donc je vais bien évidemment y répondre. Voilà, donc sur ce dossier, on avance. Je crois savoir que vous avez été nommée, Madame Bernhardt, au conseil d'administration de l'EHPAD. Félicitations. Donc félicitations également, en tant que représentante des familles. Donc écoutez, on aura l'occasion aussi, enfin vous le verrez, tout est assez transparent, d'en discuter lors du prochain conseil d'administration qui aura lieu mardi 29. Avec plaisir. Une autre petite question, rien à voir avec la première. Il me semble avoir compris que Suez avait eu une délégation dans la recherche des fuites d'eau. Non, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Donc nous n'avons plus de compétences là-dessus, donc c'est le CIECAO qui a la compétence et la délégation, peut-être que le CIECAO... Non, je ne sais pas si tu es au courant, Sylvie, mais de toute façon, c'est le CIECAO qui gère tout ça maintenant. Donc oui, c'était Suez. Chez nous, c'était Suez. Je pense que leur contrat délégataire n'est pas encore arrivé à terme, donc c'est probablement encore eux qui font la recherche, mais je n'ai pas d'informations, Sylvie. En fait, à ce jour, il y a une étude au CIECAO. On a étudié les 2 dossiers qui ont été retenus et Suez n'en fait pas partie. Donc ça ne sera pas Suez. Mais on saura, je pense, au prochain conseil, on saura lequel des 2 a été choisi et sélectionné. Mais en tout cas, l'exigence du CIECAO, elle a été extrêmement importante. Les cahiers des charges ont été très très durs. Et donc ça se joue entre 2 structures qui devraient... on devrait avoir une réponse assez rapidement là maintenant. Mais en tout cas, il y aura de la recherche de fuite, que ce soit l'une ou l'autre, dans tous les cas. Et en tout cas, que ce soit l'une ou l'autre aussi, elle achètera son eau au CIECAO. Ce qui fait que contrairement à aujourd'hui, quand elle achète de l'eau et qu'elle ne nous le revend pas à nous, forcément, elle devient extrêmement perspicace, la société, pour trouver les fuites. Merci. Autre question? Attends Laurent, Fabien et toi après. Oui. Oui, non, moi c'est simplement pour la commission environnement. Je sais que c'est secondaire, hein, mais les abris des canards sont en train de tomber en ruine sur la mare aux c'est les ragondins qui s'en repaissent. C'est ça, le retour des ragondins. On en a vu 2 magnifiques hier. Je pense que le papa et la maman ragondin sont toujours présents et ont trouvé des grosses stratégies pour ne pas se faire embarquer, j'imagine. Parce qu'en fait, on a une bonne partie des ragondins qui n'étaient plus là. Ouais. Et là, de nouveau, ils sont comme ça, hein, ceux qu'on voit. Donc, rassurons la population, ce ne sont pas ce sont des herbivores. Hein. Ils sont impressionnants, mais ils aiment bien. Voilà. Donc, en fait, ils mangent ils mangent les habitations des canards. Et surtout, il va falloir qu'on s'en occupe parce qu'en fait, ils attaquent aussi... Ils dégradent les berges, donc c'est un peu le problème. Que ça a tendance à faire des tunnels sous. C'est ça en fait. Ah ouais. C'est ça. Alors nous, notre ouvrage, il est quand même bien bétonné, mais quand même, je crois qu'il y a des endroits où ils peuvent vraiment faire des dégâts. Donc va falloir vraiment qu'on arrive à les attraper. Oui, parce que c'est protégé plus ou moins. Hein. C'est des nuisibles protégés, c'est un peu compliqué. Ils ne l'ont pas dit. Hein. Ils nous l'ont pas dit. Il faut leur mettre de la peinture rouge sur le dos pour voir où ils vont. Moi, je voudrais demander à Sylvie. Attends Dominique,
Il y avait Laurent. Oui, mais ça a trait directement dans cette à question, ça. vas-y. Oui. Je voulais savoir si c'était les ragondins qui abîmaient tous les pavés. Dans la descente, on voit que tous les pavés sont disjoints, etc. Est-ce que ça vient de là? Je pense qu'effectivement, tout ce qui est joint, etc., je pense qu'ils s'y attaquent. Voilà. Donc, dans tous les cas. Ils ont des grandes dents. Il faudrait peut-être leur limer les dents, je sais pas. Ils ont des grandes dents. Enfin, il faut qu'on s'en occupe parce qu'il y a des grandes griffes aussi. Ils sont protégés. C'est ça, et je pense que c'est ça qui. Laurent. Creuse. Oui, une question qui m'est fréquemment posée, mais je pense à beaucoup d'entre vous par les Viermois, c'est quand ouvre notre marchand de primeurs. Alors j'ai vu que la devanture était presque prête, on voit maintenant l'enseigne toute dorée. Est-ce qu'on a une annonce à faire là-dessus? Pour en avoir parlé avec lui ce matin, il devrait ouvrir pour la brocante. 4, c'est ça? Tu me confirmes que c'est l'objectif? Mais chez lui, il ouvre son magasin. D'ailleurs, oui, parce que tu risques de mettre quelqu'un devant chez lui. Bien. Ah bon? C'est un problème, ça, qu'il faut clarifier. Tu as ses coordonnées? Tu les as? Il faudrait l'appeler rapidement parce que s'il a quelqu'un devant chez lui, ça va faire un clash à 6h du matin. Là. Bon. Oui, pensez au micro, mesdames, si vous parlez. Donc voilà, normalement 4 juillet enfin. Oui, parce que c'est très attendu. Tant mieux. Tant mieux pour lui. En fait, je faisais juste remarquer que le 4 juillet, donc il y a la brocante, et s'il choisit ce jour-là pour ouvrir, ça pose un problème parce que d'ores et déjà, il y a quelqu'un devant chez lui, en fait. Donc du coup, la brocante a bien lieu. Alors du coup, oui, la brocante d'été a bien lieu le dimanche 4 juillet et elle sera précédée par l'ouverture de la fête foraine vendredi, donc après les sorties d'école, qui durera jusqu'au lundi 5 juillet. Et la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on pourra également faire le 14 juillet, avec un tir de feu d'artifice qui était jusqu'à maintenant plus qu'incertain en raison de la demande de la préfecture de réaliser un contrôle avec un pass sanitaire. Mais en fait, étant donné que la configuration du parc de toute ville ne se prête pas à un contrôle sanitaire, on est dispensé de ce contrôle. C'est un truc de fou quand même. Donc le feu d'artifice aura bien lieu et les festivités de la journée auront lieu comme habituellement, sauf en cas de Covid, au être pourpre. C'est-à-dire que c'est obligatoire au-dessus de 1000 personnes, mais comme on ne peut pas le rendre obligatoire, on peut le faire quand même sans le rendre obligatoire. Voilà un peu résumé la situation. On a reçu la confirmation par écrit, tu me l'as fait parvenir aujourd'hui. Sylvie. J'ai une petite question. On est en rassemblement, donc le masque il sera quand même de rigueur, j'imagine. Alors il y a toutes les prescriptions qui concernent les distances à respecter, le masque, tout ça, ça ne change pas en fait. Bien sûr. Mais c'était la grosse question, c'est surtout le pass sanitaire, parce que ce qui nous obligeait en fait à faire un contrôle des entrées et de réclamer le QR code de chaque personne et les papiers d'identité de chaque personne, ce qui est carrément ingérable dans ce site. Qui plus est, même si c'était un site fermé, j'imagine bien les gens arriver à 11h moins 5, le temps de faire des contrôles, on tire le feu à 1h du matin en fait. Quoi. Donc, non mais c'est pas envisageable, pas été possible bien sûr. dans cette configuration. En même temps, on est sûr qu'il fait nuit. 1h du matin. Ok, et donc la fête foraine revient aussi au centre-ville pour bientôt d'ailleurs. Ils arrivent quand? Mercredi. Ils commencent à s'installer mercredi après le marché. Ils seront ouverts au public après l'école vendredi. Ils commencent à désinstaller lundi soir. Non, c'est lundi soir. Et ils seront partis avant le marché du mercredi. Donc ils ne gêneront pas le fonctionnement standard du marché. Très bien, merci Sabine. Pascal, un petit retour fait de la musique? Alors, effectivement, je voulais en fait prendre la parole pour remercier les services municipaux
les services techniques, les services administratifs, la police municipale et la communication, ainsi que Mélanie Blanchard, parce qu'ils ont réussi à organiser la fête de la musique, ce qui nous a permis d'avoir entre 18h et 23h30 à chaque fois une centaine, près de 150 personnes qui se sont relayées. On a pu ainsi inviter 9 groupes qui se sont relayés sur les 2 scènes. Et j'ai eu pas mal d'échos très, très favorables et de Viermois qui étaient très contents d'avoir pu enfin ressortir, goûter, écouter de la musique et goûter au plaisir d'être ensemble. Il manquait juste un petit coin ravitaillement hydrique et alimentaire, mais qui n'était pas autorisé par la préfecture non plus. On n'avait pas l'autorisation en fait. On est des bons élèves, on essaie de respecter scrupuleusement ce qu'on nous dit. C'est pas le cas partout. Des fois, on se demande si on a raison d'être dans les clous. Mais bon, c'est comme ça, on reste dans les clous. Je vous rappelle qu'elle n'était pas prévue là à l'origine, elle était prévue dans le centre-ville, parce que retour aux sources de ce qui se faisait il y a combien, 30 ans, peut-être des années 80, 81, 40 ans peut-être. Et que ça avait bien répondu présent, parce qu'il y avait combien de groupes? 8 ou 9 9 groupes. 9 groupes qui étaient prêts à venir jouer dans le centre-ville. Donc c'est partie remise pour l'an prochain. Merci Pascal. Valérie, sur le centre de vaccination? Alors, à l'origine, on pensait vacciner 300 personnes par jour. Actuellement, c'est plutôt 450 personnes par jour. En revanche, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'adeptes à la vaccination. On pensait rester ouvert en centre de vaccination nationale jusqu'à fin décembre. Si ça continue comme ça, on ne restera pas ouvert jusqu'à fin décembre parce qu'on perd des doses à présent. Vendredi dernier, j'ai essayé de rabattre des gens qui garaient leur voiture sur le parking Saint-Louis parce qu'il nous restait 8 doses. Et en fait, toutes les personnes que j'arrêtais me disaient que non, ils n'étaient pas encore prêts à se faire vacciner. Donc le problème, c'est qu'il faut être bien conscient que le jour où ces personnes seront prêtes à être vaccinées, à se faire vacciner, elles seront peut-être obligées d'aller à Goussainville ou à Gonesse ou je ne sais où. Mais en tous les cas, ce ne sera peut-être plus sur Viarmes. Donc passez bien le message, le centre fonctionne très bien. Le soir, s'il reste des doses, il peut être possible de venir et de bénéficier d'une dose, même si vous n'êtes pas inscrit. Voilà, c'est... Alors, si vous avez des jeunes qui doivent venir se faire vacciner, dites-leur bien de manger avant. Parce qu'en fait, nous avons un grand nombre de jeunes ados ou jeunes adultes qui viennent sans manger et qui tombent comme des mouches. Donc, il y a une journée où il y a eu 8 malaises dans une seule journée. C'est beaucoup pour un petit centre comme nous. Ça donne envie d'aller se faire vacciner. En fait, c'est absolument pas le vaccin, c'est surtout l'appréhension de se faire vacciner. Et puis bon, c'est juste une appréhension, parce que c'est pas du tout un malaise. Enfin, ça devient un vrai problème parce qu'on est très loin d'une protection de la population par l'auto-immunisation. On risque un retour de bâton en automne, sérieusement. Oui, mais surtout du fait des non-vaccinés, c'est en train de repartir pas bien en Angleterre et en Israël, alors qu'ils sont beaucoup vaccinés. Donc voilà, quand on dit c'est la liberté de chacun de se faire vacciner, c'est vrai, mais c'est aussi ça impacte aussi l'ensemble de la population dans quelques mois. Enfin. Donc si vous voulez, si vous avez des gens qui veulent se faire vacciner, si les personnes veulent se faire vacciner sur Viarmes, dites-leur bien que c'est en venant que ça va marcher. Sinon, le temps de réflexion pourra leur être fatal. Ça, c'est envoyé. Bien, moi je n'ai plus de commentaires à faire. Si quelqu'un a encore une question, une information, un besoin, Valérie, Sylvie. Petite information qui est tombée ce matin. Trior va venir sur le marché mercredi et va récupérer entre autres les petits matériels électriques et en même temps va communiquer sur la brocante du 4 juillet puisqu'elle va distribuer des sacs de textiles pour que sur la brocante, ceux qui veulent déposer des sacs de textiles dans une borne spécifique puissent le faire.
Donc elle en profitera pour faire de la communication à ce moment-là aussi. Ce serait mieux un samedi, hein, mais ils n'ont pas dispo. Comment? Ce serait mieux un samedi, il y a plus d'impact, il y a plus de monde. Oui, mais ils viennent mercredi. Bah, il y a un camion pour tout Trior, donc voilà. C'est clair. Et avant de partir, je voudrais vous rappeler quelques dates. Donc le 29 août, c'est le Black Scarf Day. Donc c'est la réunion de bikers qui vont se produire et proposer un tas d'animations là sur la place du marché. Et l'après-midi, il y aura notamment 3 concerts. Je voudrais également vous rappeler que la journée des associations aura lieu le 4 septembre au parc de Touteville. Et elle se fait en communion avec la ville d'Asnières. Ensuite, le 18 et 19 septembre, ce sont les journées du patrimoine. Et le 19 septembre, la course à pied, la Carnelloise. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Touteville le jour de la journée des associations s'il pleut? Il y a un plan B, il y a des barnums qui sont prévus, mais c'est vrai que de toute façon, s'il pleut, le public sera sans doute moins nombreux à venir. Mais c'est le risque de la manifestation en extérieur, en plein air. Hein. C'est le parapluie. Ouais. Est-ce que je clôt les débats? Non, Sylvie, encore Je finis toujours avec Trior, justement, sur les journées. Je ne pense pas qu'on avait parlé des journées du patrimoine. Sur la journée du samedi, Trior fait sa journée porte ouverte. Donc, ceux qui n'ont jamais pu avoir l'occasion de visiter la station, il y aura beaucoup d'animations et beaucoup de partenaires. Et ça vaut le coup. Voilà. Croyez-moi, voir le nombre de déchets produits par 90 000 maintenant le périmètre, je crois, hein, d'habitants. Quand on voit les montagnes de déchets que ça fait, quand on projette ça sur 67 millions de Français, plus 7 milliards d'humains, ça fait peur. Vraiment, c'est monstrueux. Merci à tous. Jacques? Non, je crois que tu voulais dire quelque chose. Merci à tous. Bonne fin de journée et bon été. Bonnes vacances.